Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Cette semaine, on va parler notamment du pétrole. Il y a beaucoup d'intervenants sur les marchés qui essayent de profiter de la déconfiture sur les cours du pétrole, hein. C'est tout simplement en train de chuter très très fortement. On a eu la crise du coronavirus avec la crise du pétrole qui s'est installée 2-3 jours après le début du lockdown. Donc autant vous dire que les marchés, ils ont vraiment dérouillé. On l'a tous vécu, on a observé le SP500. Mais du coup, beaucoup se disent que c'est le moment d'entrer sur le pétrole, d'acheter directement un tracker pétrolier ou de commencer à acheter des actions issues du secteur pétrolier. Alors, je vais faire une petite analyse, tout simplement du pétrole pour savoir quand est-ce qu'il sera temps d'entrer dessus. Donc vous allez voir qu'on va utiliser le chartisme, hein, l'analyse technique comme un outil, non pas de prédiction mais de timing pour mettre en place un plan de trade qui peut nous rapporter beaucoup plus que ce qui peut nous faire perdre et que au final ça reste du 50-50 et on va aller analyser les signaux de prise de position sur la dernière déconfiture du marché du pétrole. Dans cette vidéo aussi je fais une analyse globale macro de tous les actifs, donc on va parler des obligations d'État américaines et européennes, de l'état des taux d'intérêt directeurs et de comment ça influence notamment cette classe d'actifs. On va parler de l'or, on va parler du SP500 et du scénario qui se profile et qui est le plus privilégié. On a quand même retracé à la hausse pratiquement 50% de la chute liée au coronavirus. Vous allez me dire qu'on est complètement en dichotomie, en décorrélation de ce qui se passe dans les fondamentaux de l'économie, puisque l'économie mondiale est à l'arrêt et que les bourses rebondissent. Eh bien, c'est là où justement il va falloir prendre conscience d'une certaine réalité dont je vais vous parler beaucoup plus en détail et longuement dans cette vidéo. On est parti. Donc tour d'horizon des différents actifs global macro, je vais commencer par les obligations d'État européennes à long terme. On est sur du graphe en mensuel, donc vous voyez c'est vraiment une tendance à très long terme, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 2020. Vous voyez que là, depuis le mois de septembre 2019, on est en train de simplement de digérer, de consolider cette hausse qu'on a eue en 2019. En 2019, on a eu quand même une hausse de, allez, hop, on a eu 32% de hausse. Je vous rappelle que sur des obligations d'État, c'est quand même assez impressionnant. On n'est pas sur une small caps ou une mid caps, on est sur des obligations d'État à long terme. Encore une fois, on est dans le paradigme des taux d'intérêt négatifs ou autour de zéro, d'où cette bulle d'actifs, hein, qui est en train de cette bulle sur cet actif qui est en train de se former et de continuer. Et aussi longtemps que les taux resteront autour de zéro et qu'on sera dans le paradigme des banques centrales, il y a peu de chances pour que le marché haussier séculaire à long terme s'inverse. Donc là, on a tout simplement dans cette logique-là, hein, une figure de consolidation de quelques mois, hein, ce qu'on appelle un petit drapeau, qui est en train de se matérialiser. Donc là, le plus probable, hein, c'est tout simplement qu'on continue de consolider tranquillement avant qu'on prenne une direction. La direction la plus probable est vers le nord. Et bien entendu, s'il se passe quelque chose comme les collapsologues s'y attendent, c'est-à-dire, je sais pas, un reset monétaire ou quelque chose d'absolument extrême et d'anormal, là on pourrait éventuellement aller casser vers le bas. Mais voilà, le scénario privilégié reste une continuation de la tendance d'ici la fin de l'année 2020. Concernant les obligations d'État américaines, c'est un petit peu le même scénario que les obligations d'État européennes. On est dans un bull market, donc vous le voyez ici, hein. Boum, on a cassé par le haut, donc c'était pareil, hein. C'était pendant les mois de mars, avril, mai 2019. Et là, on est entré, donc c'est du mensuel, hein. Chaque barre est égale à un mois. Donc, vous voyez que là, depuis 2019 et 2020, on est entré dans une tendance haussière sur du très long terme qui est censé nous faire comprendre que les taux d'intérêt directeurs devraient rester relativement bas et que les investisseurs, ou en tout cas que les banques centrales achètent toujours des obligations et mettent toujours des obligations d'État pour apporter de la liquidité au marché. Donc si on passe sur du trimestriel, hop, on a toujours cette tendance, hein, long terme haussière sur les obligations d'État.
Tout simplement parce que l'inflation et les taux d'intérêt à partir de l'année 1982 ont commencé à baisser. Donc forcément, quand les taux d'intérêt baissent et s'amenuisent, eh bien le prix des obligations monte. Et quand les taux d'intérêt montent, le prix des obligations baisse. D'ailleurs, ça m'a fait bien sourire puisque je crois que c'était il y a 2 semaines ou la semaine dernière, j'avais mis en avant les performances des obligations, ou non, c'était d'un portefeuille passif équilibré. On m'avait dit, non mais Cédric, tu fais partir ton backtest à partir de l'année 1978. Non mais les taux d'intérêt direct, c'est spécifiquement pour cette personne que je m'adresse là actuellement, les taux d'intérêt américains ont fait leur pic entre 1978 et 1982. Ça veut dire que entre 1978 et 1982, si le portefeuille avait été avaient dû générer les performances négatives, et bien de manière historique, ça aurait dû être entre 1978 et 1982, parce que les taux d'intérêt américains ont accéléré et ont fait leur plus haut historique du dernier siècle pendant ces courtes 4 années. Donc le portefeuille aurait dû se faire littéralement dévaster par la surpondération d'obligations long terme. Or, ce n'a pas été le cas. Il a monté de manière régulière. Donc c'était juste un petit aparté. Cette question, j'ai déjà traité, je la traite chaque année. C'est toujours la même question. C'est toujours la même chose. Là, je vous montre pas le graphe, mais bon, si vous voulez aller regarder un petit peu plus en détail, tout ça est expliqué sur mon blog, etc. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil par rapport à la personne qui me disait que j'étais en train de pipoter je sais pas quoi parce que les taux d'intérêt ont commencé à monter à partir des années, voilà, en réalité à partir de octobre 1985. Non, les 7 dernières années précédant octobre 1985, on était sur un pic magistral et historique d'inflation et de taux d'intérêt directeur élevés aux États-Unis, en Europe, et voilà, on aurait dû avoir tout simplement nos portefeuilles passifs qui auraient dû se faire défoncé, dilapidé, et ça n'a pas du tout été le cas puisqu'ils ont monté tranquillement de manière régulière et pérenne. On m'a demandé d'analyser un petit peu le comportement du cours du pétrole pour savoir s'il y avait des opportunités à saisir. Alors la dernière fois qu'on a eu une cassure par le bas, ce qu'on appelle un breakout baissier, suite à une longue consolidation, eh bien c'était ici. Donc je vous trace la figure chartiste. On a eu un énorme triangle là de plusieurs années. On est sur du mensuel sur le pétrole. Donc vous voyez que là on a cassé ici et qu'ensuite on a eu une tendance baissière qui a duré plusieurs mois et qui a duré même carrément 2 années. Et donc là actuellement on a à nouveau une cassure par le bas. Donc est-ce que cette cassure va déclencher un marché baissier de plusieurs mois à plusieurs années? Je ne le sais pas, personne ne le sait. En tout cas, on est dans une situation de danger sur le pétrole. Donc la seule recommandation que je peux faire à tous ceux qui veulent acheter des actifs liés au pétrole ou tout simplement acheter directement un tracker pétrolier, c'est de tout simplement attendre au moins en hebdomadaire ce qu'on appelle un double creux ou un point d'inflexion. Et éventuellement même en mensuel. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand la tendance se stoppe, comme ici ou ici, elle cale. Donc on va aller voir ça en hebdomadaire pour que vous compreniez un petit peu ce que ça signifie. Voilà. Donc la tendance, ça chute, ça chute, ça chute, et là ça cale. Donc là on a ce qu'on appelle un double creux qui est en formation. Donc vous voyez, là on est sur de l'hebdomadaire. Donc ça forme un point d'inflexion. Et pour éventuellement jouer un rebond, il faut attendre qu'on ait ce double creux, qu'on casse par le haut, mais vraiment de manière forte. Et ensuite, on peut jouer tout simplement le rebond. Là, vous voyez qu'on n'a pas eu de clôture au-dessus de cette zone de pivot. On n'a pas eu de breakout. Et on est reparti vers le sud. Donc là, à nouveau, on a eu un double creux ici. Hop. Là, on a eu une cassure et ensuite, là, on a eu la validation de la cassure avec un nouveau plus haut. Donc, c'est de cette manière-là que je vous encourage si vous voulez attraper un couteau qui tombe, attendez qu'au moins le couteau, il est rebondi par terre, qu'il est stabilisé pour savoir si on va pouvoir jouer le retour. Donc là, ici, on avait quelque chose de jouable. Est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher.
Ça, on ne le sait pas, vous savez, hein, c'est une chance sur deux la plupart du temps, et le rôle du trader, c'est pas d'avoir raison, c'est juste de, quand il a tort, de maîtriser ses pertes, et quand il a raison, de gagner gros. Donc là, vous voyez, en achetant ici, on se retrouve avec une position qui allait quasiment nulle part pendant plusieurs mois, plusieurs années, et là, actuellement, on est rentré à nouveau dans un marché baissier, donc vraiment, je vous encourage à attendre qu'on ait un beau double creux qui se forme sur le pétrole, d'avoir la validation de ce double creux et ensuite d'entrer sur confirmation et pas avant. Sinon, vous avez de fortes chances de tout simplement, je vais vous rappeler, hein, de rentrer là pendant que le couteau tombe. Donc, est-ce qu'on est là? 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 On n'en sait rien, hein. Là, pour le moment, on a juste eu un mois de baisse. Un mois, ça correspond à ici. Et le potentiel baissier, il est plus là. Le potentiel, pour le moment, il est plus vers le bas que vers le haut. Donc, affaire à suivre. Mais voilà, l'idée hein, du chartisme et de l'analyse technique, c'est pas d'être dans la prémonition, dans la prédiction, c'est simplement quand on veut saisir un type d'opportunité, ça nous permet d'avoir un timing, d'avoir un risque-reward. La plupart du temps, on est sur du 50-50 en termes de trade réussi, trade perdant. Par contre, on sait que quand on attend des situations spécifiques, eh bien, si le scénario, dans les 50% des cas où ça réussit, on va gagner 2, 3, 4 fois plus que quand ça réussit pas. Donc, en ayant tort et raison 50% du temps, si quand vous avez raison, vous gagnez 3 pions, et quand vous avez tort, vous en perdez 1, eh bien, tout simplement, hein, sur la loi des grands nombres, vous êtes très, très, très largement gagnant, et il n'y a pas besoin d'avoir raison ou tort en bourse. Il faut simplement entrer sur des contextes de trading où le risque-reward est plus intéressant, et l'analyse chartiste et technique ne sert qu'à ça. Tous ceux qui pensent que ça permet de prédire l'avenir et de savoir ce que vont faire les marchés, vous n'avez pas compris comment utiliser cet outil. C'est comme si on vous donnait un marteau et que vous, tous les matins, vous essayiez de vous coiffer avec. Non, le marteau, il sert pas à se peigner. Hein. Le marteau, il sert à autre chose. C'est un outil qui permet de faire des choses. L'analyse technique, c'est pareil. On ne se peigne pas avec. On va pas aller prendre sa douche avec de l'analyse technique. On va pas croire que l'analyse technique est un outil de prémonition, de prédiction sur ce que les cours vont faire. C'est un outil qui permet de calculer un risque-reward avec un timing d'intervention et rien d'autre. Tous ceux qui vous diront le contraire, eh bien écoutez-les, suivez-les et vous verrez les résultats. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Et j'espère que ça mettra un petit peu fin au débat analyse fondamentale, analyse technique, parce qu'il n'y a pas, ce sont des outils tout simplement. Ça ne reste que des outils. Allez, un petit point sur l'or, je vais le passer en trimestriel puisque c'est sur cette unité de temps que le signal et la pattern est en train d'être joué. Pourquoi du trimestriel et pas du journalier ou du 1 heure ou du 4 heures? Eh bien tout simplement parce que chaque actif a ses cycles. Donc certains actifs vont créer des cycles sur des unités de temps qui sont très courtes, notamment les cryptos. Certains autres actifs comme les actions vont être plutôt adaptés à une unité de temps qui est en hebdomadaire. Et d'autres actifs macroéconomiques comme l'or, eux, vont davantage être des cycles de plusieurs années. Donc ça va être carrément du mensuel, voire du trimestriel. Et vous le voyez, on est entré entre début de l'année 2003 et juillet de l'année 2011 dans un puissant bull market. On a digéré au cours des dernières années cette hausse énormissime, stratosphérique sur l'or. Et là, on est en train de repartir depuis le mois d'avril 2019. Donc vous voyez que là, le trimestre actuel, on est toujours autour des nouveaux plus hauts. Donc je vais vous passer ça sur du mensuel. Donc là, on a le mois d'avril, on est autour du 11 avril, au moment où je tourne cette vidéo. On est actuellement sur des nouveaux plus hauts. Vous voyez que le mois précédent, le mois de mars, ça a été un mois qui était très volatile, gros choc de volatilité. Je vous rappelle que les portefeuilles long terme, ils ne réagissent pas vraiment. C'est-à-dire que les drawdowns, quand vous voyez votre portefeuille long terme baisser de manière épisodique, c'est pas lié au fait que le portefeuille ne marche pas ou marche très bien ou que le cycle est baissier, on est entré dans un cycle déflationniste ou de prospérité ou peu importe le cycle, le portefeuille on n'a rien à faire. Ce qui impacte le portefeuille de manière très épisodique, c'est les chocs de volatilité. Typiquement, quand il se passe quelque chose de très violent à très court terme, en l'espace de quelques séances, ça impacte
le portefeuille, et c'est là notamment où on a des opportunités sur les fenêtres de quelques jours de pouvoir renforcer le portefeuille. Les portefeuilles passifs long terme sont à nouveau quasiment sur des plus hauts historiques, donc c'était vraiment l'opportunité. La dernière fois qu'on a vu ce genre d'opportunité, c'était en 2008, donc il y a pratiquement 12 ans. Donc c'est des opportunités d'une décennie qui se dessinent sur une fenêtre de quelques jours à quelques semaines. Là, la première fenêtre est passée, je vous en avais averti dans la vidéo hebdo, les élèves dans l'école, j'avais fait un live. Donc voilà, là on voit l'or qui repart sur des nouveaux plus hauts. Je vais vous passer ça en hebdomadaire pour que vous compreniez ce qui est un choc de volatilité à court terme. Et bien c'est quand on était parti dans une belle tendance haussière, il se passe un événement imprévisible et anormal du style... on empêche la population mondiale de vivre et on stoppe l'économie mondiale. Boum, boum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les classes d'actifs vont réagir ou surréagir par rapport à ça. Donc après la théorie c'est que les investisseurs ont dû revendre de l'or pour couvrir les appels de marge qu'ils avaient sur les marchés actions qui ont fortement baissé. Donc du coup l'or à très court terme a baissé avant de se reprendre et vous voyez que là on est à nouveau sur des plus hauts, quasiment des plus hauts historiques. Donc voilà, l'or, je repasse ça en mensuel, on a bien le détail de la tendance, on est toujours dans une belle dynamique de hausse et cette dynamique de hausse, si je la passe en trimestriel, vous voyez qu'elle a un potentiel sur plusieurs trimestres, plusieurs années. C'est le cycle sur l'or, c'est la cadence, le rythme du cycle sur l'or. Analyse du SP500 avec une semaine très, très intense, un énorme rebond de 12% en l'espace d'une semaine. La semaine dernière, je pensais que le point dur, le point d'inflexion, enfin le pivot, il serait sur les niveaux des 2650 points. Vous voyez que là, on est en train d'aller chercher le deuxième niveau de résistance. Donc là, on va voir comment ça évolue au cours de la semaine prochaine et des prochaines semaines. Mais là, on a quand même un niveau de résistance qui est assez important. Donc tout ce que l'on a perdu pendant la crise du coronavirus, on en a déjà repris pratiquement la moitié. Donc là, vous voyez, on a un petit creux de cotation, ce qu'on appelle un gap. Donc c'est vraiment une zone qui va être un petit peu compliquée à traverser en ligne droite pour les acheteurs, pour les investisseurs. Donc là, très probablement, le point dur, il sera ici. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on ait au minimum soit un double creux, soit un premier creux avec une deuxième petite consolidation pour qu'on ait un véritable point d'inflexion et une séquence telle que je vous... le scénario moi que je privilégie depuis le début de la crise, ça reste celui-ci, ça reste un énorme range volatile avec une volatilité qui se calme et on repartirait dans un bull market. Je vous rappelle que quelles que soient les conditions de l'économie, on reste actuellement dans le paradigme des banques centrales. Donc j'entends tout à fait que l'économie, depuis une bonne grosse décennie, elle est dans une situation délicate. Mais la réalité qui prédomine, c'est la réalité des banques centrales et c'est elles qui arrivent à organiser. Je veux dire, là, on est en plein lockdown mondial. Les entreprises sont à l'arrêt, les gens ne travaillent plus. En principe, les indices ils devraient dévisser en ligne droite, on devrait être en bear market, en plein marché baissier. Et là, on est en train de retracer 50% de ce qu'on a gagné. Donc ça nous montre vraiment une chose très importante, une réalité qui n'est pas alignée avec les fondamentaux de l'économie, mais qui est alignée avec ce qui se passe au niveau des banques centrales et des États. Il y a des décisions qui sont prises... je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est une équipe. Voilà, c'est une équipe. Il y a plein de banques centrales. Elles s'entendent sur ce qu'elles doivent faire, sur ce qu'elles vont faire, sur les dates d'intervention, et elles font au mieux pour pouvoir organiser tout ce petit marché. Donc le scénario privilégié, vu qu'on est toujours dans un bull market séculaire, je vous rappelle que depuis 2009, on monte, là on a eu un gros choc de volatilité, donc au sein de ce bull market séculaire, on est entré dans un énorme range volatile. Effectivement, si on casse cette fameuse zone des 2300 points, 2200 points en mensuel, on se retrouvera dans un bear market, dans un marché baissier. Mais pour le moment, le scénario qui prédomine reste un gros range volatile avec par la suite, dans 1, 2, 3 trimestres, une reprise probable de la tendance de fond haussière ou une reprise potentielle vers le bas, vers le sud.
Donc voilà, les niveaux intéressants là à surveiller, hein, en réalité, bah, ça reste ici, hein, le point dur qui devrait se matérialiser au cours des prochaines séances ou des prochaines semaines. Et ensuite, eh bien, le point bas, hein, le fameux support en mensuel, je vais vous le montrer tout de suite, hein, pour ceux qui l'auraient oublié. C'est ce niveau-là, hein, cette zone-là en mensuel, les 2300-2400 points, qui reste décisif pour savoir si on retourne, vous voyez la tendance haussière du marché haussier séculaire, si on la retourne et qu'on rentre dans un nouveau marché baissier, ou si tout simplement, eh bien, on est entre ces deux bandes de Bollinger, ici, hein, vous voyez, bande haute, bande basse, qui sont bien écartées parce on a de la volatilité, et on fait une partie de ping-pong, on stabilise la partie de ping-pong, et éventuellement, après, on repart en marché haussier. Donc, cette analyse est une analyse basée sur des faits, c'est purement objectif, je ne suis pas en train de vous dire, d'un point de vue complètement irrationnel, c'est la fin du monde économique, tous les pays mondiaux sont à l'arrêt, le seul scénario qui peut arriver, c'est un scénario baissier. Non, il faut considérer les deux réalités, les deux possibilités, et la réalité qui prédomine, encore une fois, hein, peut-être que ça va changer au cours des prochaines semaines, mais c'est celle des banques centrales qui sont capables de driver des marchés à la hausse, de gonfler des bulles. Je vous rappelle qu'elles ont des planches à billets qui tournent de manière illimitée et qu'elles peuvent intervenir sur les marchés, donc ça change la donne, ça fausse la donne, c'est pas joli, mais c'est la réalité. Donc voilà, je tenais vraiment à mettre à pousser un petit peu sur cette réalité qui échappe à beaucoup d'investisseurs qui ne voient que par le PIB, par les chiffres et les fondamentaux de l'économie. On a une dichotomie, une divergence, hein, entre ce qui se passe sur les marchés financiers et l'économie réelle depuis pas mal d'années, donc il faut garder ça en tête. Allez, j'allais pas vous quitter sans vous laisser sans la petite analyse rapide du Bitcoin. Donc on est toujours dans ce scénario de rebond. Donc vous voyez que là, cette semaine, on a eu un petit doji, donc on a du mal à passer la zone de résistance. Donc peut-être qu'on va consolider autour de cette zone. Mais la séquence privilégiée pour le moment est un rebond du bas du triangle vers le haut du triangle. Et la partie de ping-pong est engagée sur le Bitcoin avec une issue qui, eh bien, on l'espère, hein, se fera vers le nord, mais dans quelques semaines, voire quelques mois. Pour le moment, partie de ping-pong, il y a ceux qui sont là, il y a ceux qui sont là, et là, on est en plein milieu, donc la balle est au filet. Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible d'investir en bourse en éliminant la fiscalité, en supprimant les arnaques des banquiers et des gérants de portefeuille, et surtout en évitant les périodes de krach boursier? À votre avis, est-ce possible pour vous d'apprendre à faire tout cela en l'espace d'1h30? Eh bien, c'est le défi que j'ai décidé de relever pour vous en tournant une série de 4 vidéos gratuites et pédagogiques et dont le but est de vous rendre autonome avec la bourse. Vous allez pouvoir faire travailler dur votre épargne en bourse avec une stratégie qui a délivré 15% par an en moyenne sur les 45 dernières années. Si vous pensez que c'est une promesse sans fondement, je vous mets au défi de vous inscrire pour voir ces 4 vidéos gratuites et découvrir ce qui se cache derrière le capot du moteur. Devenir rentier ne se fait pas du jour au lendemain et encore moins grâce à un livret A. Il faut plusieurs années, une stratégie boursière en béton et de la rigueur. Si vous êtes en phase avec ces valeurs, inscrivez-vous à ce cours gratuit dédié au portefeuille rentier.